De retour à question d'actualité, d'après un article récent du Wall Street Journal, depuis quelques mois, une petite entreprise de San Francisco mène un projet secret, soit la naissance d'un bébé génétiquement modifié. Plus précisément, il travaille à la création d'un enfant né d'un embryon modifié afin de prévenir une maladie héréditaire. Pourrons-nous bientôt modifier génétiquement des bébés avant même la naissance ou même après? Jusqu'où les entreprises de biotechnologie peuvent-elles aller et jusqu'où, en fait, iront-elles? L'homme de demain est-il voué à être un mélange de modifications génétiques et de machines, comme les transhumanistes de l'époque nous en parlaient? Pour en parler, justement, nous recevons Martin Hainaut, entrepreneur en résidence en chef du Santec. Monsieur Hainaut, bonjour et bienvenue. Bonjour. Avant de commencer avec quelque chose de votre propre expérience personnelle, si je comprends bien, la question que j'ai posée, à savoir qu'est-ce que les avancées technologiques en biotechnologie et en ce qui a trait à la santé humaine vont pouvoir permettre, le potentiel qu'elles offrent vous touche personnellement, c'est bien ça? Oui, certainement. J'ai découvert il y a quelques années que ma mère souffrait d'une anomalie génétique qui est très, très, très rare. On parle de peut-être moins de 1000 personnes au Canada qui a ça, qui cause la démence frontotemporale, de laquelle elle est décédée. Puis j'ai découvert à travers un test génétique que moi-même, j'ai la même condition qui me donne 100% des chances de développer cette maladie-là un jour si je vis jusque-là. Et vous espérez que la technologie, ou est-ce que vous suivez les développements de technologie en ce qui a trait à cette maladie spécifiquement? Oui, certainement, parce que il y a eu plusieurs projets de recherche dans les dernières années. La COVID a permis d'avancer tout ce qui est mNRA, là, que les gens pensaient qui était des things génétiques justement à l'époque, même si c'était pas ça, mais c'est une technologie qui peut être utilisée pour réécrire le code génétique de quelqu'un. Puis dans mon cas, ben, ça permettrait de régler une anomalie génétique et d'arrêter le développement de la maladie grâce à cette technologie-là. Donc oui, c'est certain que je suis ça maintenant depuis plusieurs années. Avant de passer aux questions que j'avais préparées, là, vous venez de mentionner quelque chose qui vient de titiller, disons, ma curiosité. Les vaccins mNRA ou la technologie mNRA, on en a entendu parler justement, là, vous l'avez mentionné pendant la pandémie, en long et en large, en bien et en mal. Qu'est-ce que c'est exactement, ou à peu près, là? Ben, c'est des vaccins qui sont d'une certaine façon intelligents. C'est que souvent, les vaccins qu'on a eus jusqu'à maintenant, puis ça veut pas dire du tout que c'était mal parce que c'était ça fonctionnait très bien pour beaucoup de conditions, mais mettons que tu avais un vaccin, ça allait attaquer beaucoup de choses dans le corps et en bout de ligne régler le problème. C'était pas spécifique à dire je vais aller chercher un gène spécifique et changer ce gène-là. Ce que la MNRA permet, c'est de faire ça, c'est de dire que je vais aller jouer dans les gènes de quelqu'un, puis c'est encore une fois pas ça que le vaccin COVID fait, parce que ça permet aussi de livrer à un endroit spécifique une charge virale, donc ça permet d'être beaucoup plus précis également, mais ça peut être utilisé dans un domaine médical avancé éventuellement pour dire hey, toute cette défectuosité-là, donc on va tourner à off d'une certaine façon la switch qui va permettre que cette maladie-là se développe pas pour toi. Ça, donc, c'est les modifications génétiques. C'est pas nécessairement, j'allais dire, on n'essaie pas de vacciner contre la grippe ici, là, qui est un virus, finalement. On veut modifier le génome humain pour empêcher le développement de certaines maladies, disons, héréditaires et génétiques. C'est bien ça? Ou ça Exactement. pourrait être ça, du Puis moins. ben, c'est déjà C'est ça. Il y a déjà ça. certaines conditions à travers ce qu'on appelle le CRISPR qui permet de venir en une fois régler certaines maladies. Il y a certaines maladies qui ont déjà été réglées comme ça dans les dernières années, mais c'est encore peu distribué et c'est extrêmement coûteux. Mais c'est effectivement vers ça qu'on s'en va. Bon, je vais vous poser une question difficile. Est-ce que les critiques envers les vaccins mRNA étaient valides, ou du moins est-ce que les craintes étaient valides, sans nécessairement tomber dans le complotisme? Est-ce que les gens avaient raison au moins de se poser des questions à propos de ça lors de la pandémie? Je pense que les questions étaient légitimes. Je pense que les informations qui ont été distribuées faisaient absolument aucun sens dans la majorité des cas. Puis, le vrai problème avec ces vaccins-là, c'est pas le vaccin, c'est que les compagnies pharmaceutiques, pour maximiser les revenus et les profits,
ont mis de côté cette technologie-là qui existait depuis probablement depuis 20 ans, je pense, à peu près 15-20 ans, que ça existait déjà, mais parce qu'ils voyaient que ça réglait les problèmes trop vite et que les gens auraient besoin de moins de médicaments, ils ont décidé de pas les commercialiser. Pour moi, le vrai scandale, c'était ça. Quand même drôle qu'on en parle à peu près pas. On parle des problèmes de santé qui ont potentiellement découlé du vaccin, mais pas justement de ce que vous venez de mentionner, le fait qu'en fait, ça règle plus de problèmes que ça en cause et que ça aurait pu en fait coûter financièrement aux entreprises biopharmaceutiques. Exactement. Puis, tu sais, des vaccins, à un moment donné, c'est sûr qu'on est encore à l'âge de pierre de comprendre la génétique. Puis, on s'entend que chaque humain a un code génétique différent. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, n'importe quel médicament, il y a certaines personnes qui vont mal réagir. On n'est pas rendu à une ère où qu'on peut. Et ça, c'est un des potentiels qu'il y a réellement avec la génétique, dans lequel que je vais chez Jean Coutu et ils me disent, Monsieur Hainaut, voici le médicament qu'on vient d'imprimer pour vous, qui va régler votre maladie spécifiquement pour votre code génétique. Et ça, c'est sûr que ça va empêcher les effets secondaires. On n'est pas rendu là encore. Non, justement, bon, allons-y, justement. Quelles sont les promesses de la technologie en ce qui a trait au bienfait potentiel et des avancées, j'allais dire, en biotechnologie, mais je pense que ça va au-delà de la biotechnologie et du pharmaceutique. Quels sont les bienfaits là, qu'on nous promet, si je peux dire, dans un avenir pas si lointain, là? Mais c'est certain que des maladies comme le Parkinson, l'Alzheimer, la démence, même beaucoup de cancers ont le potentiel d'être guéris grâce à ça. Parce que tu sais, j'ai fait, moi, l'analyse de mon génome complet. Ce qui coûtait, il y a 10 ans, des millions, m'a coûté 1000 $ à faire. Donc, on est déjà à réduire les coûts énormément, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça sur Terre à date. C'est qu'on commence à peine à avoir les données permettant d'analyser et trouver des solutions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces maladies-là ont un très fort potentiel d'être réglées. Il y a même des virus comme le sida ou d'autres virus en ce moment qu'on n'a pas de solution pour, mais qu'à travers l'avancement des différentes technologies, l'intelligence artificielle, le quantique, toute la recherche en biogénique et autres, va permettre de trouver des solutions concrètes à ces maladies-là. Ben, je vais vous poser la question inverse. Quels sont les risques? Là, vous avez mentionné qu'on est encore à l'âge de pierre en ce qui a trait à la compréhension, à savoir comment le génome humain fonctionne là, dans les détails. Et donc là, ici, je ramène un article du Wall Street Journal là, que je vous avais envoyé d'ailleurs, qui s'appelle ici, je traduis là, librement, là, mais des bébés génétiquement modifiés sont pour l'instant interdits, mais les titans de la technologie de Silicon Valley ici essaient d'en faire un de toute façon. Là, j'ai traduit très librement ici, là, mais on comprend le message. Essentiellement, on est en train de vouloir modifier génétiquement des embryons, là, donc finalement des fœtus. Quel est le risque de tout ça, là? Pas juste la modification génétique d'embryons, mais même d'adultes pleinement formés, si je peux dire? Les risques, il y a toujours des risques dans toute nouvelle technologie, puis que puis l'humain a malheureusement tendance des fois à, comment dire, le côté greedy des choses, c'est-à-dire de tenter de faire de l'argent peut être un problème, mais il y a un risque de surpopulation sur Terre. Si on règle toutes les maladies sur Terre et que les gens vivent tous jusqu'à 120 ans, 130 ans, on s'entend qu'on n'a pas d'infrastructure et les ressources sur la planète pour y arriver. C'est que ça, pour moi, c'est déjà un des gros enjeux qu'on parle peu. Deuxièmement, dans un monde où que l'argent permet d'avoir des enfants pas malades et que quand tu n'as pas d'argent, tu te ramasses avec des enfants qui peuvent être normaux. C'est déjà une dérive sociétale qui vient créer pour la première fois de l'humanité une réelle limite aux capacités intellectuelles, dans le sens que si tu as des enfants qui ont été boostés, autant physiquement que mentalement, puis des enfants qui ne sont pas, à un moment donné, les enfants qui ne le sont pas seront pas capables d'aller à Harvard et compétitionner. Donc, on crée vraiment une autre classe d'humains, ce qui a des risques immenses de dérive également. Puis, finalement, c'est d'essayer d'être Dieu d'une certaine façon. C'est quand on est rendu à décider
le sexe de l'enfant, la couleur de peau, la couleur des yeux et tout. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut comme humanité de se permettre de faire ça? Tu sais, c'est des questions philosophiques très fortes. Ouais, ben, pour être franc, j'ai l'impression que ça va se faire. Tout ce qui peut être fait sera fait. Ce qui veut dire que même si on le bannit juridiquement parlant au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, il y a quelqu'un quelque part qui va le faire. Je crois qu'un scientifique chinois a déjà modifié, si je me rappelle bien, il y a c'est mentionné dans l'article du Wall Street Journal que j'ai mentionné. Il aurait modifié 3 enfants pour leur donner une immunité contre le virus du VIH. Et ça, c'était avant la naissance, si j'ai bien compris. Donc, ça s'est déjà fait. Il a été emprisonné par la suite, par contre, par le gouvernement chinois. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, il y a eu des conséquences. Mais ce que j'allais dire, c'est que vous avez parlé, bon, on augmenterait par exemple le QI d'un enfant avant la naissance, de toute évidence, génétiquement. Et c'est ce qui me ramène à ce que j'ai mentionné dans l'introduction, le transhumanisme sur lequel j'ai écrit il y a plus de 10 ans nous promettait justement l'augmentation de l'humain. Ce qui veut dire que, en gros, plus de maladie, mais aussi un quotient intellectuel élevé. Je sais que David Sinclair, un scientifique de Harvard, justement, qui travaille sur, ou contre, je dirais, le vieillissement, ce qu'il qualifie de maladie pour que, justement, les humains potentiellement vivent 120, 130, 200 ans, comme vous l'avez dit. Donc, on pense à tout ça, on met tout ça ensemble. Comment dire, une question qui me vient pas à l'esprit en ce moment, mais est-ce que la biotechnologie, l'avancée de la technologie, notamment l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, nous mène inéluctablement vers cette version d'un humain modifié, je veux dire augmenté, je devrais dire. On parle plus juste de guérir des maladies. On se rend dans une espèce de version qui est en ce moment de la science-fiction, mais de l'homme augmenté au final. Excusez, c'est long Je comme question et pense, compliqué, là, mais... pas du tout. Ce que l'humain a fait depuis le début de l'humanité est toujours d'aller plus loin et d'avancer et de se donner des super pouvoirs. Tu sais, si on disait, si on se téléportait dans le temps en 1850 et on leur disait qu'on allait avoir un téléphone qui nous permet de contrôler la musique et les lumières à la maison et qui nous permet de commander quoi qu'on veut puis le recevoir le lendemain, peu importe c'est quoi sur Terre, puis qu'on peut décider de partir de Montréal à Londres et y arriver la même journée ou en dedans de 6-7 heures, ils considéraient qu'on est des super-humains et qu'on aurait des super-pouvoirs. C'est toujours ça qu'on a fait. C'est juste que là, on rentre dans une ère, parce qu'on n'avait pas la possibilité avant. Avant, on pouvait modifier nos capacités à travers l'entraînement physique et l'alimentation, d'une certaine façon très simpliste. Mais on n'avait pas la capacité de faire plus que ça. Donc, un ordinateur ne pouvait pas rendre un humain plus habile ou compétent en se branchant dedans. Mais là, cette possibilité-là, quand elle va être offerte, c'est quasiment impossible que personne va la prendre. Puis, tu sais, tu disais le gouvernement chinois a emprisonné. Moi, je pense pas qu'ils l'ont emprisonné. Je pense qu'ils l'ont plus mis dans un labo clandestin pour pouvoir avancer ça de leur bord. Hein. Oui, c'est tout à fait possible. Il y aurait peut-être, je spécule ici, là, je pense à haute voix, mais une course à l'armement biotechnologique qui est sûrement déjà, en fait, qui est en place depuis la guerre froide, là, pour ceux qui ont peut-être suivi là, les développements de la guerre biochimique, l'avancement de l'armement biochimique entre l'Union soviétique et les États-Unis à l'époque, et on peut présumer, je crois que la Chine fait la même chose en ce moment. Est-ce qu'on peut donc s'attendre à une course à l'armement, pas juste en termes d'armes biochimiques, mais on veut augmenter l'humain, disons les soldats, dans ce cas-ci, là, je parle vraiment en haute voix, mais bien sûr dans l'objectif d'obtenir un avantage militaire sur ses ennemis? C'est certain. Puis, moi, je ne crois pas que les prochaines grandes guerres vont continuer à être des tanks et des avions. Je pense qu'on va arriver dans un ère où je reprends une des théories de complot sur la COVID, de dire que ça a été manufacturé. Aucune idée si c'est vrai ou c'est faux, là. Mais est-ce que c'est possible qu'un gouvernement fasse un virus qui cible juste les Blancs, Canadiens et Américains à terme? Possiblement. Puis est-ce que c'est beaucoup plus efficace en temps de guerre que des soldats, des avions, puis des navires? Oui, clairement. C'est que
pour moi, je pense que c'est malheureusement un des gros risques de dérive qui s'en vient. Puis c'est pour ça que c'est important d'investir aussi là-dedans, pas pour juste s'en servir, mais pour s'en défendre. Puis il y a beaucoup de virus qui vont apparaître dans les prochaines années avec le dégel de la planète aussi. Oui, tout à fait. Ben, à titre d'information, je me rappelle avoir lu un livre sur le programme d'armes biochimiques soviétiques à l'époque. Le programme s'appelait Biopréparat. J'imagine qu'il a changé de nom après l'écroulement de l'Union soviétique, là, mais simplement pour comment dire, parce que je trouve ça intéressant. Les Russes avaient réussi à transformer le virus du VIH de façon aérosol. Et donc, avaient planifié, si jamais il y avait une troisième guerre mondiale qui devait se déclencher, en gros, vaporiser l'Europe de l'Ouest et potentiellement les États-Unis et le Canada avec ce virus pour que les gens soient contaminés en respirant seulement le virus du VIH. Et la raison pour laquelle on avait abandonné ce programme, c'est qu'on s'est dit que ça va être trop le VIH pendant des années avant de mener à la mort. Ça serait beaucoup trop long dans une guerre nucléaire, notamment, qui prendrait probablement quelques minutes ou quelques heures maximum à se conclure dans un bain de sang atomique, là. Voilà, mais c'était technologiquement déjà à l'époque, dans les années 70-80, absolument faisable. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, on est encore rendu beaucoup plus loin. J'aimerais poser la question, par contre, à l'inverse. Là, on parle d'augmenter l'humain, mais je pense aux races de chiens, par exemple, qu'on a modifiées génétiquement, pas directement dans leur gène, mais on a sélectionné artificiellement leur reproduction. On s'est rendu compte que dans plusieurs cas, ça s'est retourné contre eux. Et on a des races de chiens aujourd'hui qui sont à la limite toujours difformes ou ont toujours des problèmes de santé qui sont maintenant inhérents à leur ADN parce qu'on les a modifiés de façon artificielle en contrôlant la reproduction. Puis on s'est trompé, en gros. Il n'y a pas un risque d'une dévolution, je peux dire, humaine, si on commence à jouer avec l'évolution humaine et qu'on se trompe finalement? Ça m'a fait sourire ce que tu as dit parce que, ironiquement, c'est ça la raison de ma condition génétique à moi. C'est-à-dire que La sélection de la production? d'une certaine façon, ma mère vient d'un très petit village au Nouveau-Brunswick. Ah, Et c'est un très petit village qui était très petit village pendant très longtemps. C'est sûr que c'est un pool de gènes trop limité qui a créé la condition en bout de ligne. On a déjà ces dérives-là. La maladie d'Huntington, c'est un peu ça aussi. Il y a plusieurs types de maladies qui ont été ça dans le temps de justement être pris dans soit la sélection naturelle ou pas. hum. Les Allemands avec les blonds aux yeux bleus, des choses comme ça. Mais oui, c'est clair qu'il y a un risque accidentellement on ne comprenne pas au départ les conséquences sur 50, 60, 70 ans de faire une modification. L'image qui me vient à la blague, c'est quand tu fais un tatou à 18 ans puis qu'à 70 ans, il n'y a plus rien à voir avec ce que tu avais fait à cette époque-là. C'est sûr que ça peut arriver aussi en génétique. Ouais, bonne question. Bonne illustration, je devrais dire. Bon, il nous reste à peu près 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a des startups au Québec et à Silicon Valley ou ailleurs dans le monde là, dans ce domaine-là qui vous ont marqué? Quel genre de projet dont vous avez entendu parler? Quel genre de projet sont-ils en train de développer là, dans la sphère de l'évolution humaine et de la biotechnologie? Ben, je sais pas si tu te souviens de Theranos, Ah qui oui, était oui. une des très, très, très grosses fraudes, qu'en 2005, si ma mémoire est bonne, elle avançait l'idée juste avec une goutte de sang, on pouvait détecter tout ce qui est détectable dans le sang. Ironiquement, ce qu'elle disait et ce qui est en train d'arriver, puis son conjoint, qui est un riche héritier, fortune hôtelière, même si elle est en prison, il vient de lancer une start-up qui promet de faire ça et réussit à lever de l'argent, ce qui est assez surprenant. Mais il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'intérêt de ramener ces rêves-là parce qu'à cette époque-là, technologiquement, c'était pas possible encore. On savait la théorie de le faire arriver, mais la technologie n'était pas là. Maintenant, la technologie commence à être là. Donc, on le voit sur la gestion de la douleur, sur régler certaines maladies, de permettre à des gens paraplégiques de marcher à nouveau, de trouver comment stimuler ou de recréer ou de rebâtir les tissus nerveux qui manquent pour pouvoir y arriver, de redonner la vue, redonner l'odorat. C'est toutes des choses qui sont en train d'être travaillées en ce moment par des milliers, des centaines de milliers de startups. Je crois personnellement qu'on est encore trop tôt pour
technologiquement. Je vois plus 2030 comme le moment environ qu'on va voir ce genre de technologie-là Ben, c'est réellement demain, là. émerger. 2030, Oui, c'est c'est demain. demain. C'est- Ouais. Effectivement, Ben, c'est demain. dernière question, en moins d'une minute. Est-ce qu'on va pouvoir étendre ou étirer la vie humaine à 120, 130, 150 ans d'ici, bon, vous avez dit 2030, je dis 2050 pour être généreux, là. Est-ce que c'est possible ou c'est littéralement encore et toujours de la science-fiction? Mais je pense que 2030, c'est pas le moment où on va tout régler. 2030, c'est le moment qu'on va commencer à avoir ces Ouais. solutions-là. Moi, je crois qu'on est plus dans l'horizon 2050, 2060 avant d'arriver à ce genre de possibilités-là. Martin Hainaut, entrepreneur en résidence en chef au Santec, un grand merci. Ça fait plaisir. À tous ceux Bonne qui nous- journée. Bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci également à la technique Daniel Fortin. Ici Philippe Lebrec et je vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.